Le sang coulait sur la joue burinée de Gloria Jenkins tandis que le genou de l'agent Mercer pressait plus fort son cou, le poids écrasant de l'autorité étouffant le dernier souffle de dignité auquel elle s'accrochait encore. À 78 ans, elle avait survécu à des guerres qui entraient les cauchemars de la plupart des hommes, et pourtant, sur sa propre pelouse, sous les branches grinçantes d'un magnolia qu'elle avait planté avec son mari, Gloria prenait une décision, l'opération Renard de l'ombre allait être activée, une dernière fois. Avant de nous plonger dans cette histoire poignante d'injustice, de force voilée et d'une vie vécue dans l'ombre, prenez un moment pour réfléchir. Que feriez-vous si ceux qui ont juré de vous protéger devenaient vos oppresseurs? Voyons maintenant comment Gloria fait face à un jugement impossible. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle, dessinant de doux motifs sur le parquet usé tandis que Gloria Jenkins se levait de son lit jumeau, ses articulations réprimant des douleurs familières. À 78 ans, son rythme quotidien changeait rarement, des exercices d'étirement appris il y a longtemps, un modeste petit déjeuner composé de toast et de café, puis un moment tranquille pour s'occuper des rosiers qui fleurissaient fièrement dans le jardin de son petit bungalow à Westbrook, une banlieue majoritairement blanche de Charleston, en Caroline du Sud. Pour ses voisins, Gloria était la vieille dame noire discrète qui avait emménagé dans la communauté 5 ans plus tôt, après le décès de son mari. Certains appréciaient sa gentillesse, comme la famille Moreno d'à accent grave côté, dont elle donnait des cours de mathématiques aux enfants, ou Madame Patterson, de l'autre côté de la rue, qui recevait toujours un pot de soupe maison à chaque poussée d'arthrite. D'autres, en revanche, considéraient sa présence avec une suspicion mal dissimulée. Wayne Prescott, le capitaine autoproclamé de la surveillance de quartier, passait fréquemment devant chez elle en faisant des boucles lentes, se garant parfois de l'autre côté de la rue et restant assis pendant des heures, le moteur au ralenti, les yeux fixés. Gloria voyait tout, mais comme elle l'avait toujours fait, elle faisait semblant de ne rien voir. Elle était passée maître dans l'art de remarquer tout en paraissant inconsciente. Ce matin, alors qu'elle taillait soigneusement ses rosiers American Beauty, elle aperçut la voiture de patrouille de l'agent Derek Mercer passer au ralenti pour la 3e fois. Il était grand, avec des cheveux blonds coupés courts et des yeux constamment plissés par la suspicion. Le mois dernier, il l'avait interpellée à 2 reprises alors qu'elle rentrait de la bibliothèque à pied, prétextant des contrôles de routine. Son partenaire, l'agent Jason Colby, un homme plus trapu au teint rougeau, restait généralement dans le véhicule, la main posée près de son étui, comme si une femme de 70 ans pouvait soudain se montrer hostile. Les mains de Gloria, désormais marquées par les taches de vieillesse mais toujours remarquablement stables, coupèrent une autre tige avec une précision méticuleuse. Ses mains avaient autrefois assemblé des explosifs dans l'obscurité, brisé le cou d'un homme dans les ruelles de Saigon, recousu des blessures sous le feu ennemi. À présent, elle cultivait des roses et préparait des biscuits pour les enfants du quartier. Cette contradiction silencieuse la faisait parfois sourire. La semaine dernière, à l'épicerie Thompson, un agent de sécurité la suivait dans tous les rayons. Lors des réunions du conseil municipal, ses suggestions pour le nouveau centre communautaire étaient accueillies par des hochements de tête polis, puis rejetées. Lorsqu'elle a signalé une activité suspecte près de l'entrepôt abandonné au bord de la rivière, le répartiteur lui a demandé si elle n'avait pas été prise au dépourvu. Mais Gloria Jenkins n'a jamais été confuse. Elle avait bâti sa carrière sur la sous-estimation. En fait, elle avait bâti une légende sur cette sous-estimation. Alors qu'elle terminait son jardinage et rentrait chez elle, ses pensées remontèrent à 1964, lorsqu'elle était entrée pour la première fois dans ce bâtiment quelconque aux murs gris et au néon. Un recruteur militaire, au visage sévère et méfiant, l'avait examinée de haut en bas. « On ne prend généralement pas les gens de votre genre », avait-il dit, sans préciser s'il parlait des Noirs, des femmes ou des deux. Il y a un nouveau programme. Expérimental. Probablement trop difficile pour vous. Elle avait hoché la tête en silence, dissimulant la flamme derrière ses yeux sombres. 3 mois plus tard, elle était la seule femme et la seule recrue noire encore debout dans ce qui allait devenir Spectre, une unité d'élite dont le nom n'apparaissait jamais sur les documents officiels. Elle était antérieure à l'intégration officielle des femmes dans les forces spéciales navales. À l'intérieur de son bungalow, caché derrière une bibliothèque qui s'ouvrait lorsqu'on inclinait un volume de Langston Hughes, se cachait sa vie secrète. La pièce secrète abritait des médailles jamais décernées en public, des documents classifiés qu'elle n'était techniquement pas censée conserver, et des photos montrant une Gloria plus jeune posant avec 3 présidents différents. Aucune de ces images n'avait jamais vu le jour. Pour le monde, le commandant Gloria, Ghost, Jenkins n'avait jamais existé. Cet après-midi-là, comme d'habitude, elle se prépara une tasse de tisane à la camomille et vérifia sa boîte aux lettres à 15 heures précises. Parmi les prospectus et les factures habituelles,
elle trouva une simple enveloppe blanche sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule phrase la glaça: « Il chasse les fantômes spectres. 3 de moins. À toi. Attention à toi. Carson. » Carson Bellay, son spécialiste en communication pendant l'opération en Angola en 1982. Si Carson l'avertissait, alors la menace était réelle. Sans broncher, Gloria déchira le message en petits morceaux, les jeta dans les toilettes et commença à se préparer à la guerre. Ce soir-là, tandis qu'elle huilait le rocking chair ayant appartenu à sa grand-mère, Gloria vit la voiture de patrouille de l'agent Mercer passer à nouveau. Cette fois, il s'arrêta 2 maisons plus loin, sortant pour discuter avec Wayne Prescott. Les 2 hommes tournèrent les yeux vers sa véranda à plusieurs reprises. Gloria sourit et leva la main en signe de bon voisinage. Ils ont détourné le regard. La tempête arrivait. Et Gloria Jenkins, connue dans les cercles secrets sous le nom de Fantôme, allait le rencontrer. 3 jours plus tard, elle remarqua le changement. Les voitures de patrouille faisaient désormais le tour du pâté de maison toutes les 45 minutes au lieu de toutes les 2 heures. Wayne Prescott avait installé une nouvelle caméra de sécurité, judicieusement orientée vers son domicile. Même le facteur avait changé, remplacé par quelqu'un qui s'attardait trop devant sa boîte aux lettres. Elle s'est adaptée en conséquence. En public, elle paraissait légèrement plus frêle, s'appuyant sur une canne inutile, louchant sur les panneaux de signalisation comme si sa vue baissait. Tout cela faisait partie de la performance, un renforcement calculé de tous les stéréotypes tandis que, sous la surface, elle recueillait des informations et mettait en œuvre ses imprévus. Jeudi après-midi, elle rentrait du marché Pearson à pied, portant 2 modestes sacs de course. Leur contenu avait été choisi avec soin, du jus de pruneau, des médicaments contre l'hypertension, un roman d'amour en gros caractères et les ingrédients d'un crumble aux pêches qu'elle apporterait à la réception de l'église. Elle venait à peine de tourner sur Maple Street lorsqu'une voiture de police a ralenti à côté d'elle. « Bonjour, madame », lança l'agent Mercer d'une voix faussement chaleureuse. « Ça vous dérange si on se parle ?» Gloria se redressa légèrement, puis reprit sa posture voûtée et offrit un sourire confus. « Bien sûr, messieurs les officiers. Quelque chose ne va pas ?» L'agent Colby est sorti du véhicule, sa main reposant lourdement sur sa ceinture. « Nous avons reçu des signalements d'effraction. Plusieurs maisons du quartier ont été cambriolées cette semaine. » Gloria halta doucement, posant une main sur sa poitrine. « Oh là là. C'est affreux. Je n'étais pas au courant. » Mercer s'approcha, menaçant. « Le fait est, Madame Jenkins, que le suspect correspond à votre apparence générale. » Son expression restait calme, mais son esprit s'emballait. Elle calculait les distances et la répartition du poids. Mercer privilégiait sa jambe droite. La boiterie de Colby suggérait une blessure persistante au genou. Elle pouvait gérer les 2, mais pas sans révéler sa véritable identité. « Mon apparence » demanda-t-elle d'une voix douce. « Tu veux dire, une vieille femme avec des provisions ?» Mercer serra les dents. « Ne soyez pas malin. On parle d'un suspect noir de taille moyenne. » Elle haussa un sourcil. « C'est étrangement précis. Ça correspond à environ la moitié des noirs de cette ville, non ?» Colby fit un pas en avant. « Il va nous falloir une pièce d'identité et vérifier ce qu'il y a dans ces sacs. » Gloria a remarqué qu'aucun des 2 officiers n'avait activé sa caméra corporelle. « Ma carte d'identité est dans mon sac à main, monsieur l'agent, et ces sacs, eh bien, ce ne sont que des provisions. » Lentement, elle fouilla dans son sac à main. Chaque geste était délibéré. Mais avant qu'elle ne puisse le récupérer, Mercer se précipita en avant et lui arracha le sac des mains. Les sacs d'épicerie sont tombés, les œufs ont éclaboussé le trottoir, les pommes ont roulé dans le caniveau. « C'était pour mon cordonnier », murmura Gloria, à peine audible, en regardant Mercer vider le contenu de son sac à main sur le capot de la voiture de patrouille. Son portefeuille. Ses clés. Des mouchoirs. Des lunettes de lecture. Et un petit outil métallique d'apparence inoffensive, un objet conçu pour l'aider à saisir ses clés lorsque son arthrite se déclenchait. Mais entre de mauvaises mains, il ressemblait à un crochet de serrure. Mercer le brandit. « Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a là ? On dirait des outils de cambriolage. » De l'autre côté de la rue, Wayne Prescott sortit de son véhicule, smartphone levé, déjà en train d'enregistrer. Les rideaux tressaillirent. Les visages observaient. Personne ne s'avança. Gloria a fait le calcul.
Elle pourrait mettre fin à tout cela maintenant, neutraliser les deux hommes et disparaître. Mais cela révélerait sa couverture et mettrait tout, et tous, en danger. C'est une aide à la mobilité, dit-elle doucement. Mon médecin me l'a prescrite. Pour mon arthrite. Colby renifla. Bien sûr que si. Et je parie que tu as aussi une ordonnance pour ça, dit-il en brandissant ses clés de maison et en les agitant d'un air moqueur. Tourne-toi, les mains derrière le dos. Gloria a pris une décision en une fraction de seconde, son instinct aiguisé sous son extérieur calme. J'aimerais appeler mon avocat avant de prendre d'autres mesures. Mercé s'avança, son visage à quelques centimètres du sien. Vous appellerez la personne que nous vous dirons de contacter, après votre arrivée au centre-ville. Lorsque Gloria n'a pas immédiatement obéi, Mercé lui a attrapé le bras brutalement, le mouvement étant discordant et hostile. Le contact soudain a déclenché des décennies d'entraînement au combat, et Gloria a dû consciemment réprimer son instinct pour contrer l'attaque. Au lieu de cela, elle s'est laissée paraître effrayée, confuse, sa voix s'élevant dans une alarme pratiquée. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je n'ai rien fait de mal. » Colby se déplaça derrière elle, lui tirant les bras en arrière avec une force inutile tandis qu'il lui menottait les poignets, le métal mordant cruellement sa peau, attaché délibérément trop serré. Gloria grimaça, la réaction était sincère, même si la douleur n'était rien comparée à ce qu'elle avait enduré en Corée du Nord. Gloria Jenkins, vous êtes en état d'arrestation pour possession d'outils de cambriolage et résistance à l'arrestation, annonça Mercé d'une voix forte, sa voix gonflée pour leur petit public de voisins curieux. Alors qu'il la conduisait vers la voiture de patrouille, Gloria aperçut le jeune Matteo Moreno qui regardait depuis son jardin, les yeux écarquillés, sa mère le tirant à l'intérieur avec une expression effrayée. Gloria fit un signe de tête subtil au garçon, son regard fixe, ses yeux transmettant un message, « Regarde et souviens-toi ». Il ne s'agissait plus seulement de sa survie ou de révéler la conspiration dont Carson l'avait averti. Il s'agissait désormais de justice, dans une communauté où certaines personnes étaient considérées comme suspectes simplement parce qu'elles existaient. Alors que la portière de la voiture de patrouille claquait derrière elle, Gloria remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. L'agent Mercé portait une pince à cravate avec un motif distinctif qu'elle a immédiatement reconnu, l'insigne officieux du projet Harbinger, une opération classifiée liée à Spectre qui aurait été fermée en 1989 après des enquêtes du Congrès sur des violations éthiques. Gloria ferma brièvement les yeux, se recentrant, rassemblant ses pensées. Ce n'était pas une coïncidence. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, elle commença à se préparer mentalement à l'interrogatoire. Quel que soit le jeu auquel ses officiers pensaient jouer, ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient réellement affaire. Et cela, elle le savait, serait leur chute. La salle d'interrogatoire du poste de police de Westbrook sentait le café rassis et le nettoyant industriel. Gloria était assise avec une posture parfaite malgré la chaise en métal impitoyable, ses mains jointes calmement sur la table rayée devant elle. Il l'avait fait attendre pendant exactement 97 minutes, une tactique d'intimidation de base qu'elle avait endurée et utilisée d'innombrables fois tout au long de sa carrière. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, les agents Mercé et Colby entrèrent, suivis d'un homme blanc plus âgé portant des barrettes de capitaine et une plaque signalétique indiquant Warren Caldwell, chef de la police. Gloria a catalogué les détails avec une précision pratiquée. La légère boiterie de Caldwell, probablement due à une ancienne blessure à la hanche droite. La façon dont Mercé s'est soumis à lui, non pas avec une courtoisie professionnelle, mais avec un respect digne d'un militaire. La montre démodée mais chère au poignet de Caldwell, une montre qui ne correspondait pas au salaire d'un fonctionnaire. Madame Jenkins, commença Caldwell, son accent du sud prononcé mais pas entièrement authentique, il semble que vous ayez causé des problèmes dans notre paisible communauté. Gloria a adopté l'expression d'une femme âgée confuse. Il doit y avoir une erreur, monsieur. Je rentrais chez moi avec mes courses lorsque ces policiers m'ont arrêté. Caldwell échangea un regard avec Mercé avant de continuer. Nous avons trouvé un crochet en votre possession. Et vous avez résisté aux ordres légitimes de ces agents. Gloria secoua lentement la tête. Cet appareil est destiné à mon arthrite. Mon médecin me l'a recommandé lorsque j'ai des difficultés avec les clés. Et je n'ai pas résisté. J'ai simplement demandé à appeler mon avocat, ce que je n'ai toujours pas obtenu. Caldwell se pencha en avant, sa voix tombant dans un ton condescendant qu'on pourrait utiliser avec un enfant. Madame Jenkins, à votre âge, il est normal d'être perdu. Peut-être avez-vous oublié à quoi servait cet outil. Peut-être êtes-vous entré dans des maisons en l'absence de vos proches, prenant des objets qui attiraient votre attention.
L'implication était claire, ils essayaient de la manipuler pour qu'elle fasse des aveux, ou du moins de la présenter comme mentalement incompétente. Gloria a immédiatement reconnu la tactique. Je suis parfaitement lucide, chef Caldwell. J'aimerais passer mon coup de fil maintenant, comme j'en ai le droit. Caldwell se redressa, l'irritation traversant son visage. Vous recevrez votre appel lorsque nous aurons terminé ici. Pendant que le chef parlait, le regard de Gloria se dirigea vers le mur derrière lui, où plusieurs photographies étaient affichées. Une photo montrait les officiers du département lors de ce qui semblait être une collecte de fonds caritative militaire. À côté de Caldwell se tenait un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies, mais qu'elle ne pourrait jamais oublier. Le général Marcus Stone, ancien commandant des opérations Spectre de 1975 à 1983, a été renvoyé de manière déshonorante après des allégations d'opérations secrètes non autorisées et de victimes civiles. La connexion s'est mise en place dans l'esprit de Gloria comme des pièces de puzzle imbriquées. La présence du général Stone n'était pas une coïncidence. La pince à cravate Arbinger n'était pas non plus. Son arrestation n'a pas non plus eu lieu. Pendant que les hommes continuaient leur interrogatoire, les pensées de Gloria retournèrent en 1968, au jour où elle fut recrutée dans Spectre. Le centre d'entraînement était caché au plus profond du bayou de la Louisiane. 27 candidats ont commencé le programme. Seulement 9 l'ont terminé. Elle avait été la seule femme et la seule personne noire dans ces 9 derniers matchs. Elle a gagné le nom de Code Fantôme pour sa capacité inégalée à infiltrer des endroits sécurisés sans être détectée. Les autres diplômés avaient des noms comme Orette, Spectre et Ghost, tous choisis pour refléter leur spécialité. Ils avaient été les ombres de l'Amérique, envoyés dans des endroits où la présence militaire officielle était refusée, menant des missions qui n'apparaîtraient jamais dans aucun livre d'histoire. Alors que Gloria semblait écouter l'interrogatoire continu de Caldwell, elle identifiait en fait 5 voies d'évacuation potentielles de la pièce, notant les angles morts de la caméra de sécurité, calculant à quelle vitesse elle pourrait neutraliser les 3 hommes si nécessaire. Mais sa mission exigeait désormais de la patience, attendre, observer, écouter pour qu'ils en révèlent davantage. « Madame Jenkins, vous m'écoutez » La voix de Caldwell s'aiguisa. « Peut-être qu'elle est sénile, » murmura Colby, sans prendre la peine de baisser la voix. « Devrions-nous appeler les services de protection des adultes ?» Gloria reporta son attention sur eux, laissant apparaître une lueur d'indignation. « Je ne suis ni sourd ni atteint de démence, monsieur l'agent. J'essaie simplement de comprendre pourquoi j'ai été arrêté pour être rentré chez moi avec des courses. » Elle marqua une pause, puis ajouta, sa voix légèrement tremblante. « Mon médicament contre l'hypertension était dans ces courses. Je dois le prendre au déjeuner. » Il s'agissait d'une décision calculée, affirmant à la fois un besoin médical et une contrainte de temps, modifiant subtilement la dynamique du pouvoir. Avez-vous vu comment ces officiers ont traité une femme âgée innocente? Laissez un commentaire si vous pensez que le profilage racial n'a pas sa place dans nos services de police. Laissez un commentaire si vous pensez que Gloria devrait révéler sa véritable identité immédiatement. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir les articles qui mettent en lumière ces enjeux importants. Que feriez-vous si vous étiez Gloria, coincée dans une salle d'interrogatoire avec des personnes clairement animées d'arrière-pensée? Maintiendriez-vous votre couverture ou riposteriez-vous? Voyons ce que cette femme extraordinaire fera ensuite. À travers le miroir sans teint, la détective Alicia Ramirez fronça les sourcils en regardant l'interrogatoire se dérouler. Quelque chose dans cette affaire lui avait semblé anormal dès l'instant où le rapport de réservation avait atterri sur son bureau, une femme âgée arrêtée pour possession d'outils de cambriolage? La prétendue preuve n'était rien de plus qu'un tourne-clé spécialisé, disponible dans n'importe quel magasin de fourniture médicale. Maintenant, en voyant l'approche agressive du chef Caldwell, ses soupçons se sont approfondis. « Nous avons analysé vos empreintes », disait Caldwell en faisant glisser un document sur la table. « Des résultats intéressants. » Gloria jeta un coup d'œil au papier sans le toucher. Selon le rapport, ces empreintes digitales correspondaient à celles d'Elena Williams, une femme de 79 ans sans casier judiciaire, dont la seule présence dans les bases de données gouvernementales était une demande de sécurité sociale datant de 1959. Gloria a gardé une expression neutre, même si intérieurement elle était impressionnée. Elena Williams était en fait l'une de ses identités de couverture, établie il y a des décennies et maintenue grâce à des mises à jour périodiques de la documentation. Le fait que cette identité ait survécu à la migration numérique des archives fédérales témoigne de la rigueur des protocoles de sécurité opérationnelle de Spectre. « C'est mon nom de jeune fille », répondit doucement Gloria.
Je m'appelais Elena Williams avant d'épouser Thomas Jenkins en 1962. Il est décédé il y a 5 ans, que Dieu ait son âme. Tandis qu'elle parlait, l'esprit de Gloria se remémora sa première mission sur le terrain après l'entraînement Spectre, avril 1969, au cœur du territoire du Viet Cong. Elle avait été placée seule, chargée d'éliminer un agent double avant qu'il ne puisse compromettre 3 réseaux de renseignement américains. Le briefing de la mission l'avait clairement indiqué, elle opérait sans renfort, dans une zone grouillant de forces ennemies. Pourquoi envoyer une femme, avait-elle demandé à son commandant. Parce qu'ils ne te soupçonneront jamais, fut la réponse. Elle avait accompli cette mission en 16 heures, extraite avec le livre de code de la cible et une blessure par balle à l'épaule qu'elle avait recousue elle-même. L'armée avait créé cette identité distincte pour chaque agent du Spectre, soigneusement entretenue par le biais de documents périodiques et d'apparitions publiques occasionnelles, afin de préserver leur plausibilité et leur durabilité sur le terrain. Elena Williams avait été infirmière à Philadelphie, son sourire chaleureux et sa main sur dissimulant un passé marqué par l'espionnage. Margaret Turner avait joué le rôle d'une secrétaire assidue à San Diego, classant discrètement des documents le jour et exécutant des ordres la nuit. Catherine Baker avait mené la vie tranquille d'une bibliothécaire à Tulsa, entourée de livres et de secrets. Gloria Jenkins, elle aussi, était techniquement une couverture, sauf qu'au crépuscule de sa carrière, elle était devenue sa véritable identité. Son personnage principal. Son masque de retraite. De retour dans la fluorescence intense de la salle d'interrogatoire, Caldwell était visiblement de plus en plus frustré. Gloria restait calme, ses réponses calmes, réfléchies, imperturbables. Nous vous garderons en détention jusqu'à ce que nous puissions vérifier votre identité et examiner ces accusations, dit-il sèchement en se levant pour partir. Mais l'instant fut interrompu. La porte s'ouvrit en grinçant et l'inspectrice Ramirez entra. « Chef, puis-je vous dire un mot » demanda-t-elle d'une voix claire, professionnelle, mais imprégnée d'une urgence discrète. Ramirez avait la quarantaine, le regard perçant, pensif, et son allure évoquait celle d'une femme qui avait gravi les échelons non pas grâce aux faveurs, mais grâce au mérite. Caldwell fronça les sourcils, mais acquiesça et sortit dans le couloir. Mercer et Colby restèrent derrière, sans quitter Gloria des yeux. Par la porte entr'ouverte, Gloria capta des bribes de la conversation à l'extérieur. « Monsieur, le mandat ne correspond pas, problème de procédure, poursuite potentielle. » Les réponses de Caldwell étaient étouffées, mais son corps en disait long, ses épaules crispées, sa mâchoire crispée, un tic d'irritation à la tempe. Gloria nota silencieusement le ton de Ramirez, son inquiétude, et les conserva comme une note confidentielle au fond de sa tête, un levier potentiel. À leur retour, Ramirez entra la première, la posture posée, la voix assurée. Elle s'approcha directement de Gloria et lui tendit la main pour la saluer. « Madame Jenkins, je suis l'inspecteur Ramirez. J'ai quelques questions supplémentaires, si vous le permettez. » Contrairement aux autres, Ramirez ne s'assit pas en face de Gloria, comme un procureur attendant des aveux. Elle approcha une chaise à côté de Gloria, signe subtil mais puissant, du respect, ou du moins une volonté d'écoute. Gloria se pencha sur l'instant. Ces questions aideront-elles à dissiper ce malentendu, afin que je puisse rentrer chez moi? Ramirez la regarda dans les yeux. C'est ce que j'espère. Oui. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Ramirez posa des questions précises et réfléchies sur le parcours de Gloria, son installation à Westbrook, ses habitudes et sa routine. Gloria offrit des réponses soigneusement élaborées, teintées de subtiles nuances de vérité, parfaitement intégrées à la trame de son article de couverture. Elle évoqua le service militaire de son défunt mari, ce qui lui donna une excuse crédible pour citer des détails d'opérations que seul un civil averti pouvait connaître. Elle évoqua son bénévolat auprès des vétérans, ancrant subtilement sa vie inventée dans des événements historiques avec une familiarité qui ne fit pas sourciller. Pendant tout ce temps, elle observait Ramirez. Le détective était perspicace, notant les nuances subtiles, les choix de mots réfléchis, les références savantes. Mercer, frustré par la lenteur et le rythme mesuré, tenta d'intervenir avec des questions plus dures. Ramirez ne sourcilla pas. « Je m'en occupe, officier », dit-elle d'un ton calme et autoritaire. Gloria poursuivit, ses réponses étaient plus que de simples inventions, c'étaient des manœuvres. Dans le renseignement, une vérité partielle était souvent le meilleur rempart. Des détails vérifiables instauraient la confiance, et la confiance masquait le mensonge. Elle évoqua le déploiement de son mari, à l'époque des droits civiques, construisant un récit bâti sur les ombres de sa propre mission secrète. En réalité,
elle avait été impliquée dans les moments les plus violents de cette époque, déguisée en femme de chambre d'hôtel, protégeant silencieusement des dirigeants dont la vie était en équilibre précaire. 3 complots d'assassinat au déjoué, invisibles, oubliés. Fantôme. Son nom de code. Sa légende. Tandis que l'interrogatoire se poursuivait, Gloria remarqua l'agent Mercé entrer dans le couloir. Son oreille, aiguisée par des décennies de surveillance et d'échanges chuchotés, capta des bribes de sa conversation à voix basse. « Oui, monsieur, l'ancien agent Spectre est en détention, non, elle ne l'a pas reconnu, en attendant votre arrivée. » L'adrénaline montait dans ses veines, mais elle la refrénait par une respiration experte. Quoi qu'il en soit, cela dépassait largement le cadre d'une enquête locale. Les avertissements de Carson résonnaient en temps réel. Ces policiers n'étaient pas ses véritables adversaires. Ils étaient le premier acte d'une pièce bien plus dangereuse. Ramirez sortit brièvement pour récupérer les effets personnels de Gloria. Gloria se tourna vers Colby, d'un ton léger et maternel. « Puis-je utiliser les toilettes, s'il vous plaît ? À mon âge, attendre n'est pas vraiment envisageable. » Colby soupira, agacé, mais acquiesça et l'escorta jusqu'à une petite salle de bain stérile, nichée près des salles d'interrogatoire. Une fois à l'intérieur, Gloria scruta l'espace exigu. La fenêtre étroite, mais pas infranchissable. La serrure au standard, prévisible. D'une couture discrète de son sous-vêtement, elle sortit un fil fin, pas plus long qu'un cure-dent, et en quelques secondes, la serrure s'ouvrit. Elle n'a pas fui. Pas encore. Elle tira la chasse d'eau, se lava les mains et gagna un moment. S'échapper maintenant serait une déclaration. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Rester pourrait lui offrir davantage, des informations, une compréhension, la vérité. Elle pesait le pour et le contre lorsqu'elle entendit cela. Des voix dans le couloir. Une cadence particulière. Un commandement. Un commandement militaire. Le général Stone était arrivé. Gloria n'hésita pas. Elle souleva la fenêtre, se glissa à travers et se laissa tomber dans l'après-midi ensoleillé. À 2 mètres du sol. Une épreuve pour toute septuagénaire. Mais Gloria atterrit avec grâce, genoux pliés, corps roulé, absorbant l'impact comme l'agente chevronnée qu'elle était restée. Ses articulations protestèrent, mais sa volonté était de faire. Elle ne s'est pas enfuie. Au lieu de cela, elle a agi de manière stratégique, contournant un angle mort entre le système de climatisation et une rangée de bennes à ordures. Cela lui offrait une visibilité limitée sur l'entrée principale, tout en la protégeant des caméras de sécurité. On allait bientôt la manquer. Ce chaos pourrait être utile. Son but n'était pas de s'échapper, mais d'obtenir des informations. Une porte latérale s'ouvrit. Un agent d'entretien en sortit, calant la porte avec un paquet de cigarettes écrasées tout en répondant à un appel. À la seconde où il se détourna, Gloria se glissa à l'intérieur. Sa posture changea, se courbant légèrement, sa démarche maintenant lente, lasse. Invisible. Elle prit une blouse d'entretien bleue dans un chariot à proximité, l'enfila sur ses vêtements et attrapa un plumeau. Le déguisement était grossier, mais efficace. On remarquait rarement les femmes noires âgées avec des produits de nettoyage. Surtout pas dans un commissariat. Elle se déplaçait silencieusement, parcourant les couloirs, observant les mouvements, mémorisant la disposition du bâtiment. Des radios grésillantes signalèrent sa disparition, mais la réponse fut étouffée. Trop discrète. Quelqu'un gérait la situation. La maîtrisait. Elle trouva la salle des archives. La signalisation, les mouvements du personnel au tout cela l'Y mena comme un fil d'Ariane. Un employé sortit, les bras chargés de dossiers, et Gloria synchronisa parfaitement son arrivée, attrapant la porte avant qu'elle ne se referme. La pièce était vide. Des rangées de classeurs bordaient les murs, entrecoupés de terminaux informatiques. Elle se dirigea droit vers le plus proche. Il était déjà connecté. Après sa retraite, Gloria était restée connectée à un réseau discret, un programme de continuation destiné à des agents trop précieux pour être laissés disparaître. Elle pouvait encore déjouer la plupart des pare-feux modernes, ses doigts dansant sur le clavier. Une recherche sur son pseudonyme n'a rien révélé d'inhabituel. Mais en élargissant le champ d'investigation aux agents Spectre connus, on a découvert un schéma sinistre. Thomas Reynolds, Ourette, est mort dans un incendie il y a 3 mois. Michael Shen, Shadow, est assassiné lors d'un cambriolage 2 semaines plus tard. Diane Foster, Spectre, est décédée de
cause naturelle, 8 jours plus tôt. Chaque cas a été examiné discrètement. Tous étaient liés à des services liés à Warren Caldwell. Gloria ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation excessive de la pièce. Carson avait raison. Quelqu'un remettait les pendules à l'heure. Doucement, impitoyablement. Tandis qu'elle parcourait les pages, des souvenirs la ramenèrent à Beyrouth, en 1982. Des otages. Un complexe impénétrable. 3 missions de sauvetage ratées. Elle était entrée seule. Déguisée en vieille femme. En 3 jours, elle avait cartographié chaque recoin de cette forteresse. La 4e nuit, elle se déplaçait telle une ombre, neutralisant les gardes, désactivant les systèmes. 14 menaces. Aucune alarme. Aucun coup de feu. À l'arrivée de l'équipe de secours officielle, les otages attendaient déjà, libérés et indemnes. Personne ne pouvait expliquer comment. Il ne le ferait jamais. Fantôme, l'appelait-il. Et seule une poignée d'entre eux savait qu'elle était passée par là. Un bruit dans le couloir la ramena au présent. Elle imprima rapidement les fichiers nécessaires, effaça ses traces numériques et reprit son déguisement. Chiffon à la main, elle semblait faire le ménage lorsque la porte s'ouvrit. Le détective Ramirez est intervenu, puis s'est arrêté net. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, 1000 révélations passèrent entre eux. Aucun des deux n'a parlé. Mais Gloria l'a vu, c'était indéniable, indéniable. Reconnaissance. Mais, à propos de la situation elle-même, l'inspectrice referma la porte derrière elle et dit doucement, « Je me doutais bien que vous essaieriez quelque chose comme ça, » dit-elle. La fenêtre de la salle de bain était trop visible. Gloria conserva son air de femme de ménage un instant encore, puis se redressa, abandonnant ce faux semblant. « Pourtant, tu n'as pas donné l'alerte. » Ramirez croisa les bras. « Parce que quelque chose cloche ici, une arrestation soi-disant de routine qui amène le chef de la police à un interrogatoire, un agent d'entretien qui a commodément calé une porte sécurisée, un visiteur extérieur arrivé avec des papiers fédéraux mais qui n'a pas voulu révéler son agence. » Gloria examina Ramirez attentivement, son regard calculateur, avant de prendre une décision. Elle brandit le dossier qu'elle avait imprimé, laissant parler le poids de son contenu. 3 anciens agents du gouvernement, morts au cours des 3 derniers mois, toutes les affaires rapidement classées malgré des circonstances suspectes, toutes liées à votre chef, Caldwell. L'expression de Ramirez changea, confirmant qu'elle avait déjà soupçonné quelque chose de similaire. « Qui êtes-vous vraiment, Madame Jenkins ?» Plutôt que de répondre directement, Gloria a demandé, « Que savez-vous du projet Harbinger ?» Avant que Ramirez puisse réagir, le système d'alarme du commissariat s'est déclenché. Une voix a retenti dans l'interphone, « Faille de sécurité dans les archives, tous les agents disponibles doivent intervenir. » Gloria savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour décider, fuir ou se rendre. Étonnamment, Ramirez a fait le choix à sa place. Ils seront là d'un instant à l'autre. Si tu fuis, ils te tireront dessus et se justifieront. Si tu restes, je peux au moins m'assurer que tu restes en vie assez longtemps pour comprendre ce qui se passe. Gloria réfléchit à ses options et reconnut la sagesse tactique de l'analyse de Ramirez. Elle posa délicatement le plumeau sur une étagère proche et hocha la tête. Très bien, détective. Lorsque les officiers ont fait irruption par la porte quelques instants plus tard, ils ont trouvé Gloria debout calmement à côté du détective Ramirez, les mains levées en signe de reddition apparente. L'agitation attira le chef Caldwell et le général Stone. Ce dernier s'efforçait de rester discret, mais Gloria le reconnaissait instantanément malgré les 30 années écoulées depuis leur dernière rencontre. Tandis que les officiers s'éloignaient, Gloria croisa brièvement le regard de Stone. Une lueur d'incertitude traversa son visage, vite masqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le reconnaisse. Ce fut sa première erreur. Alors que Gloria sortait de la salle des archives, les portes du commissariat s'ouvrirent, laissant entrer 3 hommes en costume sombre. Ils exhibèrent leurs papiers d'identité fédéraux. L'agent principal, un homme grand et d'allure militaire, se présenta sèchement. Ce prisonnier est désormais sous garde fédérale. Nous prenons la relève, a déclaré l'agent Thomas Blackwood. Le SUV noir roula pendant 37 minutes, effectuant exactement 8 virages avant de s'arrêter devant ce qui semblait être un entrepôt abandonné en périphérie de Charleston. Gloria, menottée sur la banquette arrière entre 2 agents impassibles, avait mentalement suivi leur itinéraire, notant les points de repère visibles à travers les vitres. L'agent Blackwood conduisait en silence,
jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour l'observer. Gloria l'observait à son tour, son instinct professionnel éveillé. Sa façon de tenir le volant à 10h02, son regard scrutant avec discipline, la callosité subtile sur son index droit, tout cela indiquait une formation spécialisée. Blackwood n'était pas n'importe quel agent fédéral, il avait clairement reçu une formation tactique, peut-être militaire. En sortant du véhicule, Gloria trébucha légèrement, exagérant la difficulté de mouvement attendue d'une femme de son âge. Ce numéro lui permit de précieuses secondes pour observer les environs, 2 SUV noirs supplémentaires garés à proximité, une caméra de sécurité installée au-dessus de l'entrée de l'entrepôt et un poste de garde visible par une vitre latérale. « Poussez-vous, Madame Jenkins », dit Blackwood en lui saisissant le haut du bras avec une pression calculée, pas assez pour laisser des marques, mais suffisante pour contrôler son mouvement. À l'intérieur, l'entrepôt avait été transformé en centre d'opérations improvisé. Des postes informatiques étaient alignés sur un mur, tandis que du matériel tactique et des armes étaient disposés sur un autre. Gloria comptait cette personne, toute d'allure militaire, faisant semblant de ne pas la regarder. Elle a été guidée vers une chaise en métal placée au centre de la pièce, sous une lumière éblouissante au plafond ou une configuration d'interrogatoire classique, conçue pour provoquer un malaise psychologique. Son esprit revint brusquement à août 1990, sa dernière mission officielle avant la retraite. Une cellule terroriste nationale planifiant des attentats contre des cibles civiles à Washington DC avait été identifiée, mais pas encore localisée. Gloria, alors âgée de 53 ans et apparemment au bout de ses peines, s'était portée volontaire pour l'infiltration, prétextant son âge. Elle s'était fait passer pour une logeuse sympathique, louant des chambres à 3 membres de la cellule, chacun ignorant l'existence des autres. En 4 mois, elle avait cartographié l'ensemble du réseau, identifié des caches d'armes et documenté leur plan d'attaque. Lorsque le FBI a finalement lancé son raid, ils ont trouvé des renseignements complets qui les attendaient, et les membres de la cellule déjà neutralisés. Au cours de cette opération, elle avait travaillé brièvement avec un jeune soldat détaché des forces spéciales, un homme calme et efficace dont les mouvements lui rappelaient désormais fortement l'agent Blackwood. Assise sous la lumière crue, Gloria commença à réciter une série de chiffres à voix haute, marmonnant comme si elle se répétait son numéro de sécurité sociale. En réalité, elle activait un protocole d'urgence, envoyant des signaux codés aux contacts spectres restants via des schémas numériques spécifiques intégrés aux recherches d'archives publiques. Quiconque guettait ces schémas saurait alors que sa sécurité avait été compromise. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et le général Marcus Stone entra. Âgé de plus de 80 ans, il affichait toujours une autorité militaire indéniable. Ses cheveux avaient blanchi, ses traits avaient pris des teintes brunes, mais la froideur calculatrice de son regard était restée intacte. Derrière lui venait le chef Caldwell, qui semblait nettement moins à l'aise dans cet environnement. « Commandant Jenkins, dit Stone, renonçant à toute prétention, ou préférez-vous fantôme ces jours-ci » Gloria gardait son masque de sénilité confuse. « Je crains que vous ne me confondiez avec quelqu'un d'autre, monsieur. Je m'appelle Gloria Jenkins. Je n'ai jamais servi dans l'armée. » Stone rit, d'un rire creux et sans joie. « Vous maintenez toujours votre couverture, à ce que je vois. Admirable, mais inutile. Nous savons exactement qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous savez. » Il fit un signe de tête à Blackwood, qui lui présenta un ordinateur portable et le tourna vers elle. Son dossier de service confidentiel s'affichait à l'écran des missions jamais officiellement reconnues. « L'agent Blackwood est en quelque sorte mon protégé, » a poursuivi Stone. « Il m'a été d'une grande aide pour retrouver d'anciens agents de Spectre. » L'implication pesait lourd dans l'air. Blackwood traquait ses anciens collègues. Gloria garda son calme, analysant la situation. Stone voulait visiblement quelque chose. Sinon, elle serait déjà morte comme les autres. De quoi s'agit-il, général ? Le Spectre a été mis hors service il y a des décennies. Sa question était un risque calculé, reconnaître son identité tout en cherchant des réponses. Stone sourit légèrement. Le projet Harbinger n'a jamais été officiellement démantelé. Il a simplement été confié à des opérations privées, dit-il en marchant lentement devant elle. Les techniques que nous avons mises au point, la formation que nous avons perfectionnée c'était trop précieux pour être abandonné, simplement parce qu'une commission du Congrès s'est montrée réticente à l'égard des méthodes. Gloria réfléchit à toutes les implications. Harbinger avait été l'initiative la plus controversée de Spectre, axée sur le développement de techniques avancées d'interrogatoire et de soumission. Elle avait été abandonnée après la découverte de preuves de tests effectués sur des citoyens américains inconscients.
Vous avez formé des services de police, a déclaré Gloria d'un ton neutre, tandis que les pièces du puzzle s'emboîtaient, créant des unités tactiques privées échappant à la surveillance fédérale. L'expression de Stone confirma ses soupçons. L'Amérique a besoin d'être protégée des menaces, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Les bureaucrates nous ont ligoté les mains, tandis que nos ennemis rôdent librement sur notre territoire. Nous ne faisons qu'uniformiser les règles du jeu. Le chef Caldwell s'avança. Formation tactique d'élite pour certains services de police de 5 États jusqu'à présent. Aucun contrôle politique, aucune règle d'engagement restrictive, aucune préoccupation excessive pour les droits des criminels et des terroristes. Le racisme à peine dissimulé dans son ton rendait sa définition des criminels et terroristes on ne peut plus clair. Et vous éliminez les agents spectres qui pourraient vous démasquer, conclut Gloria d'une voix assurée. Reynolds, Chen, Foster, qui d'autre? Les yeux de Stone se rétrécirent. Seulement ceux qui ont refusé de nous rejoindre. Nous leur avons offert la même opportunité que vous. Vos compétences, votre connaissance des protocoles Harbinger, sont toujours précieuses. Vous pourriez former une nouvelle génération. Gloria a presque ri de l'absurdité. Vous voulez que j'aide à militariser les forces de police contre les citoyens américains, pour leur enseigner des techniques développées pour être utilisées contre les combattants ennemis. Stone se pencha plus près. Je veux que vous aidiez à protéger ce pays de ceux qui voudraient le détruire de l'intérieur. Ceux qui ne respectent pas nos valeurs, notre patrimoine. Le sous-texte raciste était indéniable. Stone se redressa, son ton se durcissant. Mais d'abord, nous avons besoin des fichiers Harbinger originaux. Nous savons que vous les avez emportés lors de la fin officielle du programme. Nos protocoles reconstitués sont incomplets. Et c'était là la véritable raison pour laquelle il l'avait retrouvé. Lors de la fermeture de Harbinger, Gloria avait bien été chargée de sécuriser certains fichiers, mais elle ne les avait jamais remis au dépôt gouvernemental désigné. Elle avait perçu leur dangerosité s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Maintenant, ces mauvaises mains les attrapaient à nouveau. Je n'ai pas ces fichiers, déclara simplement Gloria. Stone fit signe à Blackwood, qui apporta une tablette. Des photos de surveillance y étaient affichées, la famille Moreno, voisine de la maison de Gloria, les enfants Patterson à leur école, et même l'inspecteur Ramirez entrant dans son immeuble. Je pense que vous les avez, commandant, et je pense que vous les récupérerez pour nous, ou ces gens que vous avez appréciés subiront les conséquences de votre entêtement. Gloria laissa la défaite transparaître sur son visage, ses épaules s'affaissant, sa posture trahissant la reddition silencieuse que sa voix refusait de prononcer. Les dossiers sont cachés chez moi, je t'emmènerai à eux. Stone sourit, victorieux, comme si la guerre avait déjà été gagnée. Je pensais que tu pourrais voir la raison. Alors qu'il se préparait à la ramener à Westbrook, GL. Oria surprit Blackwood en train de l'étudier avec une expression indéchiffrable, quelque chose dans ses yeux qui ne suggérait pas le zèle aveugle des autres disciples de Stone, mais quelque chose de plus nuancé, de plus conflictuel. Une autre pièce à considérer dans le jeu d'échecs mortel qui se déroule autour d'elle. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes utilisent les préjugés et la peur pour justifier leurs pires actions? Commentaire numéro 1. Si vous pensez que militariser les forces de police contre les citoyens est une voie dangereuse, cliquez sur ce bouton j'aime. Si vous êtes inspiré par le courage de Gloria face aux menaces, abonnez-vous pour suivre son histoire jusqu'à sa conclusion. Que risqueriez-vous pour protéger votre communauté de ceux qui abusent de leur pouvoir? Revenons à la maison de Gloria, où cette femme extraordinaire est sur le point de montrer exactement ce qui se passe lorsque vous sous-estimez votre adversaire. Le convoi de 3 SUV noirs et d'une voiture de police est arrivé au modeste bungalow de Gloria juste au moment où les ombres du soir commençaient à s'étendre sur les rues calmes de Westbrook. Les voisins, attirés par le bruit et les lumières clignotantes, ont regardé derrière des rideaux de dentelle, pour ensuite reculer de peur lorsque des hommes armés sont sortis rapidement des véhicules. Gloria, toujours menottée mais marchant maintenant avec la dignité forcée accordée par le bras du général Stone sous le sien, remarqua Wayne Prescott filant depuis son Porsche jusqu'à ce que l'agent Blackwood ordonne à un autre agent de sécuriser le périmètre, en voyant le voisin curieux se précipiter à l'intérieur. Stone tenait fermement le bras de Gloria, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans son biceps alors qu'il se penchait, chuchotant avec un calme venimeux. Un acte héroïque et la famille Moreno deviendra une statistique malheureuse dans l'actualité de demain. Leurs plus jeunes souffrent d'asthme, n'est-ce pas? Tragique, les enfants souffrant de problèmes respiratoires ne survivent parfois pas aux incendies domestiques. Gloria laissa une véritable peur scintiller dans ses yeux, non pas pour elle-même,
mais pour cette famille innocente qui ne lui avait offert que de la gentillesse. Alors qu'il la guidait vers l'allée, Gloria remarqua une berline quelconque garée 2 maisons plus loin, le moteur éteint, les phares éteints. La détective Ramirez était assise à peine visible derrière le volant, ses yeux suivant chaque mouvement. Elle les avait suivis depuis la gare, maintenant une surveillance malgré le risque évident pour sa carrière et peut-être pour sa vie. Gloria a rangé cela en silence, une autre ressource, une carte qui reste à jouer. À l'intérieur de sa maison, Stone aboyait des ordres tandis que les agents se déployaient, se positionnant à chaque sortie. Le chef Caldwell a commencé à fouiller ses affaires avec un mépris non dissimulé, renversant des livres, renversant des coussins et renversant des meubles. « Attention, dit Gloria, sa voix tremblant juste assez. S'il vous plaît, n'endommagez pas mes photos. » Le plaidoyer était délibéré. Une redirection calculée, attirant l'attention sur les nombreuses photos encadrées ornant les murs du salon, des instantanés de sa famille fictive. Chaque cadre contenait en réalité un capteur de pression caché, connecté à son système de sécurité personnelle. Déranger 5 images spécifiques dans le bon ordre et cela déclencherait une défense cachée. Jusqu'à présent, Caldwell avait inconsciemment déclenché 2. Les dossiers, demanda à nouveau Stone, sa patience s'effilochant. Où sont-ils? Gloria voûta les épaules, l'image parfaite d'une femme vaincue et vieillissante. Au sous-sol, il y a un compartiment caché. Alors qu'il descendait l'étroit escalier, les pensées de Gloria remontèrent dans le temps, à travers les décennies, jusqu'à une conférence qu'elle avait donnée aux recrues de Spectre en 1978. Votre plus grande arme, leur avait-elle dit, n'est pas votre arme à feu ou votre force physique. C'est le préjugé de votre adversaire. Lorsqu'il vous sous-estime à cause de votre sexe, de votre race, de votre âge, il crée des angles morts dans leur défense. Exploitez ces angles morts. Elle se souvenait de la réaction des jeunes agents, certains avec scepticisme, d'autres avec crainte, surtout après qu'elle eut désarmé leur instructeur, un homme 2 fois plus grand qu'elle, en utilisant uniquement la stratégie et le timing. Le sous-sol ressemblait à une humble salle de loisirs, avec un établi, des outils de jardinage, des étagères remplies de romans et d'albums photos. Gloria se dirigea lentement vers une section de boiserie. Derrière ici, dit-elle, il y a un mécanisme de verrouillage caché. Stone fit un signe de tête à Blackwood, et l'agent s'avança, arme dégainée. Montre-nous, lentement. La performance de Gloria est désormais devenue magistrale. Ses mains tremblaient visiblement, son souffle était coupé par petites gorgées, alors qu'elle tâtonnait avec le panneau. Ses vieux doigts ne fonctionnent plus comme avant, murmura-t-elle en s'excusant, tandis qu'elle laissait tomber sa main sur l'établi pour se stabiliser. Ses doigts ont renversé un pot de crayon, apparemment par accident, mais son mouvement était précis. Alors qu'elle se penchait pour les récupérer, elle activa un interrupteur caché sous le bord du banc. « Laisse-moi le faire », grogna Stone, la poussant de côté et examinant lui-même le panneau. Gloria bougeait subtilement, son corps se positionnant avec un soin minutieux. « Il y a une séquence, » expliqua-t-elle. Appuyez sur le coin supérieur droit, puis sur le coin inférieur gauche, puis sur le centre. Stone suivit ses instructions, tous les yeux fixés sur le panneau. Personne n'a remarqué quand elle a glissé son pied de 15 cm vers la gauche, appuyant sur un interrupteur d'étage presque invisible. Cela devrait cliquer quand vous l'aurez fait correctement, ajouta-t-elle, comptant silencieusement à rebours dans sa tête. 3, 2, 1. Le panneau s'ouvrit avec un léger sifflement, révélant un petit compartiment contenant ce qui ressemblait à un vieux porte-documents militaire. Les yeux de Stone brillaient. Enfin. Il tendit la main vers l'étui, son esprit entièrement absorbé par l'illusion de la victoire. « Je ne ferai pas ça », prévint Gloria. Trop tard. À l'instant où les doigts de Stone touchèrent la valise, un éclair aveuglant explosa à l'intérieur du compartiment, suivi d'un craquement assourdissant qui secoua les murs. Une grenade flash de qualité militaire, modifiée pour s'activer au contact. Gloria s'attendait à l'explosion. Elle avait tourné son visage et fermé les yeux juste à temps, évitant ainsi le pire de ses effets. Ses menottes s'ouvrirent dans la confusion, la serrure étant crochetée pendant le trajet à l'aide d'un fil fin qu'elle avait extrait de son soutien-gorge plus tôt. Au-dessus, le système d'arrosage s'est activé. Une fine brume tombait, apparemment de l'eau, mais imprégnée d'un anesthésique topique doux qui engourdissait progressivement toute peau exposée. Stone recula en titubant, désorienté, et s'écrasa sur Caldwell. Blackwood, mieux entraîné, récupéra le plus rapidement, son arme s'élevant vers l'endroit où Gloria se tenait. Mais elle était partie.
Malgré ses 78 ans, Gloria se déplaçait avec la précision fluide d'une femme qui avait entraîné son corps à devenir une arme pendant des décennies. L'âge l'avait ralenti, mais pas suffisamment. Elle a frappé en premier. Un coup de pied circulaire a poussé Blackwood à genoux, suivi d'un coup précis dans son sinus corrodé qui l'a fait tomber inconscient. Deux autres agents ont attrapé leurs armes, leurs membres étaient devenus paresseux à cause de la pluie qui s'abattait sur eux. Gloria avait construit une résistance à ce sujet au fil des années. Il n'avait pas. Un agent a réussi à dégainer son arme, mais Gloria a touché le nerf de son poignet, ce qui a fait que ses doigts sont devenus mous. L'arme a heurté le sol. Le deuxième se précipita, mais ne rencontra que de l'air. Gloria l'esquiva, laissant son propre élan le projeter contre le mur. Le chef Caldwell, toujours abasourdi, chercha son arme de service. Un coup au plexus solaire l'a laissé haletant au sol. Tout au long de l'engagement, Gloria n'a utilisé que la force nécessaire. Il ne s'agissait pas d'ennemis étrangers, mais des forces de l'ordre américaines, corrompues mais toujours humaines. La force meurtrière ne ferait que compliquer les choses. Stone a récupéré suffisamment pour grogner. Fantôme. Il a sorti un pistolet dissimulé d'un étui de cheville. Toujours remarquable après toutes ces années. Gloria se tourna vers lui, calme et imperturbable. Tu m'as toujours sous-estimé, Marcus. D'abord parce que j'étais une femme. Ensuite, parce que j'étais noir. Maintenant, parce que je suis vieux. Tu n'apprends jamais. Stone stabilisa sa main. Je ne ferai plus cette erreur. Mais avant qu'il puisse tirer, la porte du sous-sol s'est ouverte. La détective Ramirez se tenait là, son arme de service pointée sur Stone. Police, lâchez votre arme. L'hésitation du moment était tout ce dont Gloria avait besoin. Elle lui frappa le bras à l'endroit précis enseigné uniquement au niveau les plus élites de Spectre. Paralysie transmise de l'épaule au bout du doigt. Son arme lui tomba des mains, claquant contre le béton. Tu n'as aucune idée de ce avec quoi tu interfères, grogna Stone, tandis que Gloria le menottait avec ses propres attaches. En fait, oui, répondit Ramirez, la voix ferme. J'ai enquêté sur la corruption policière dans 3 États dans le cadre d'un groupe de travail fédéral. Tu viens de me conduire à la source. À l'extérieur, l'agitation croissante avait attiré l'attention. À travers les fenêtres du sous-sol, Gloria a vu les voisins se rassembler. Téléphones éteints. Wayne Prescott parmi eux, enregistrant avec incrédulité alors que Gloria abattait un autre agent en convalescence. La cavalerie ne vous sauvera pas, dit Stone en souriant et en hochant la tête vers la rue. Mes hommes sont partout, y compris dans votre précieux quartier. Comme sur un signal, 2 autres SUV noirs ont dérapé et se sont arrêtés devant sa maison. Des hommes en tenue tactique se sont dispersés, les armes levées. Je te l'avais dit, ricana Stone. Ce qui s'est passé ensuite a choqué même Gloria. Madame Patterson, sa voisine de 70 ans de l'autre côté de la rue, s'est mise directement sur le chemin de l'équipe. Derrière elle venait Monsieur Johnson de la maison du coin, et les Wilson de 2 portes plus loin. Des résidents âgés, des gens ordinaires, mais chacun s'avançant pour former un mur humain entre la maison de Gloria et la force qui arrive. Écartez-vous, ordonna l'officier tactique. Madame Patterson croisa les bras. Je ne pense pas, jeune homme. Nous en avons vu assez pour savoir que quelque chose ne va pas ici. L'affrontement a basculé vers la violence, jusqu'à l'arrivée de 3 véhicules officiels, portant le sceau du Naval Special Warfare Command. Du véhicule de tête est sortie la commandante Sarah Matthews. Sa seule présence commandait le silence. Sur ordre de la marine américaine, tout le monde doit se retirer immédiatement. Personne n'a discuté. Le protocole d'urgence de Gloria avait fonctionné. Son alerte Spectre avait atteint les derniers contacts dignes de confiance dans l'armée. Alors que le personnel naval s'avançait pour sécuriser le périmètre, Gloria se tourna vers Ramirez. Merci pour votre aide, détective. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. Ramirez, tenant toujours son arme, hocha la tête, son visage un mélange de crainte et d'inquiétude. Madame Jenkins, je pense que c'est l'euphémisme de l'année. Les représailles étaient prévisibles, mais non moins inquiétantes, car des personnes innocentes étaient désormais des cibles simplement en raison de leur proximité avec elles. Nous devons bouger maintenant, décida Gloria, debout malgré la vive protestation irradiant de son épaule blessée. Stone opère selon les protocoles Arbinger, je sais comment il pense, comment il va déployer ses atouts. Matthews semblait sceptique,
Son ton était sec mais respectueux. Avec tout le respect que je vous dois, commandant, vous n'êtes plus opérationnel sur le terrain, nous avons des équipes tactiques qui se préparent à intervenir. Gloria fixa la jeune femme avec un regard qui portait le poids de décennies dans l'ombre. Commandant Matthews, j'ai oublié plus de choses sur les opérations tactiques que vos équipes n'en sauront jamais, et plus important encore, je comprends la méthodologie de Stone mieux que quiconque, vous avez besoin de moi sur place. Après une discussion tendue, un compromis a été trouvé, Gloria accompagnerait une équipe navale spéciale de guerre à titre consultatif uniquement, avec des instructions strictes de rester dans le véhicule de commandement. Elle a accepté les conditions, même si intérieurement elle se préparait déjà à les ignorer si les circonstances l'exigeaient. Alors que l'unité se préparait à se déployer, Ramirez s'est approché d'elle en privé, sa voix étouffée par l'urgence. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dit doucement l'agent du FBI. Lorsque nous avons fouillé les effets personnels de Stone, nous avons trouvé des dossiers complets sur tous les anciens agents de Spectre. Le vôtre était marqué priorité alpha avec des instructions spécifiques pour votre capture ou votre élimination. Ramirez a hésité, puis a continué. La directive comprenait des insultes raciales et des notes personnelles sur le fait de faire de vous un exemple, spécifiquement parce que, selon ces mots, vous étiez une erreur d'action positive qui n'aurait jamais dû être autorisée dans le programme. Gloria a absorbé l'information sans réaction visible, même si cela a confirmé les soupçons qu'elle nourrissait en silence depuis des décennies. Les préjugés de Stone ont toujours mijoté juste sous son extérieur professionnel, masqué mais jamais disparu. Lorsqu'ils sont arrivés à la zone de rassemblement près de Westbrook, la situation s'était déjà aggravée. Des agents corrompus de plusieurs juridictions avaient érigé des points de contrôle dans tout le quartier de Gloria, arrêtant les résidents pour les interroger et effectuant des perquisitions sans mandat dans les maisons. À travers ses jumelles, Gloria a observé Madame Patterson se faire malmener par des policiers qui lui confisquaient son téléphone, tandis que la famille Mareno se tenait figée, menacée par une arme sur leur pelouse. Cela se termine maintenant, déclara Gloria, la voix ferme, portant le poids et le commandement d'un rang qu'elle n'avait pas officiellement détenu depuis des années. Le commandant des forces spéciales de la marine, un opérateur expérimenté nommé Rodriguez, avait été informé des antécédents de Gloria et la traitait avec une déférence née d'un respect mérité. « Madame, nous avons des snipers en position et 2 équipes tactiques prêtes à se déplacer sur votre ordre. » Gloria a évalué le chaos qui se déroulait avec la précision froide d'un stratège chevronné. Stone observera, attendant une réponse militaire, c'est à cela qu'il s'est préparé. Elle a pointé la carte tactique, plaçant son doigt sur 3 points distincts. Il aura des observateurs ici, ici et ici, avec des brouilleurs de communication actifs dans ces secteurs. Rodriguez a vérifié son évaluation auprès de sa propre équipe de surveillance, haussant un sourcil lorsque ses prédictions se sont avérées exactes. Des recommandations, a-t-il demandé. Laisse-moi d'abord passer un coup de fil, répondit Gloria en cherchant une ligne sécurisée. 20 minutes plus tard, alors que les forces de police corrompues de Stone commençaient à se préparer à transporter les civils détenus vers un lieu secondaire, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Toutes les portes d'entrée du quartier s'ouvrirent en même temps, et les résidents âgés sortirent de leur maison dans la rue, beaucoup s'appuyant sur des cannes ou des déambulateurs, tous se déplaçant lentement mais résolument vers les postes de contrôle de police. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura un officier en levant son arme avec incertitude. « Reculez » cria un autre, la voix teintée de panique. Gloria regardait depuis le véhicule de commandement, un petit sourire satisfait touchant les coins de sa bouche. Le réseau de personnes âgées qu'elle avait cultivé en silence pendant des années révélait enfin son objectif. Monsieur Jacobson, un ranger de l'armée à la retraite âgé d'une 60aine d'années, Madame Wilson, anciennement de la Défense Intelligence Agency, Monsieur Chen, qui n'avait jamais parlé de son passage à la division des activités spéciales, des voisins qui avaient reconnu quelque chose de familier dans les yeux de Gloria, qui avaient silencieusement formé une alliance protectrice, n'ayant jamais eu besoin de dire leur vérité à voix haute. Alors que les aînés poursuivaient leur marche déterminée, des fourgonnettes de presse se sont arrêtées, les caméras tournant, capturant l'image surréaliste d'officiers armés hésitant devant une foule de personnes âgées non armées. Depuis son poste de commandement caché, Stone regardait les images, le visage déformé par la fureur alors qu'il réalisait qu'il avait été déjoué. Ses forces étaient désormais confrontées à un choix impossible, tirer sur des civils âgés à la vue des médias ou battre en retraite et perdre le contrôle. Lorsque le chef Caldwell est arrivé avec des renforts supplémentaires pour renforcer l'opération de Stone, il s'est retrouvé encerclé par des agents fédéraux qui s'étaient mis en position sous le couvert de la diversion de Gloria. Gloria avait coordonné un coup de maître,
utilisant le pouvoir de la visibilité comme protection tactique pendant que les forces fédérales encerclaient tranquillement l'opération. Acculé, Stone a réalisé une dernière action désespérée. Il est sorti de son poste de commandement, un téléphone satellite à la main. « Reposez vos forces », a-t-il ordonné par un canal ouvert vers le gouvernement fédéral. Où j'active des unités dormantes dans 3 grandes villes, attaque synchronisée, cible civile, perte maximale. Gloria, surveillant le flux, a immédiatement reconnu le bluff. Stone employait une tactique psychologique classique de Harbinger, qu'elle avait elle-même contribué à concevoir. Elle a pris l'unité de communication de Rodriguez et a parlé avec un calme étrange. « Bonjour Marcus, j'utilise toujours le même vieux manuel, je vois. » Il y eut un silence, puis une voix basse et amère résonna en retour. « Fantôme, tu as toujours été trop intelligent pour ton propre bien. » Sa voix est restée composée. « Il n'y a pas d'unité dormante, Marcus, il n'y en a jamais eu, Harbinger n'a jamais atteint les placements sous couverture profonde que vous avez revendiqués dans vos rapports, je devrais le savoir, j'ai écrit les évaluations après action réelle pendant que vous étiez occupé à vous en attribuer le mérite devant le comité de surveillance. » Le silence qui a suivi a été rempli de révélations, des décennies de tromperies mises à nu dans un seul échange. La réponse de Stone fut une série d'insultes et de menaces raciales, diffusées sur toutes les fréquences de surveillance, inscrivant sa disgrâce dans un dossier permanent. Lorsque les agents fédéraux ont finalement pris d'assaut sa position, Stone était toujours en train de pester, défait par la femme noire qu'il avait déjouée à chaque tournant. Alors que Gloria sortait du véhicule de commandement, les habitants de Westbrook se rassemblèrent autour d'elle, certains encore déconcertés, d'autres hochant la tête avec compréhension, voyant enfin la vérité sur qui elle était. Les médias se sont précipités, les caméras capturant l'instant où une femme noire de 78 ans a été saluée par des agents des forces spéciales de la marine en tenue tactique complète. Les images allaient bientôt devenir virales, suscitant des discussions nationales sur le profilage racial, la militarisation de la police et les contributions cachées des Américains marginalisés à la sécurité nationale. La détective Ramirez s'est frayé un chemin à travers la foule, affichant désormais ouvertement ses qualifications du FBI. « C'est fini », a-t-elle confirmé, le réseau de Stone est en train d'être démantelé au moment même où nous parlons, vous avez mis fin à une conspiration qui a atteint des dizaines de services de police à travers le pays. Gloria regarda autour d'elle le quartier, les visages de ceux qui l'avaient sous-estimé pendant si longtemps. « Non, agent Ramirez, dit-elle doucement, nous venons tout juste de commencer le vrai travail. » 3 semaines après ce que les médias ont surnommé l'incident de Westbrook, Gloria Jenkins était assise dans une salle d'audience sécurisée du Pentagone, face à un demi-cercle de hauts gradés de l'armée et de dirigeants du Congrès. La séance à huis clos a été convoquée non seulement pour répondre à la menace immédiate de l'opération de Stone, mais également pour explorer l'héritage plus large des activités de Spectre. Gloria a témoigné pendant des heures, marchant prudemment sur la ligne entre la sécurité nationale et le besoin urgent de vérité. Commandant Jenkins, a commencé la sénatrice Elena Nenae, présidente du comité de surveillance du renseignement, votre service à ce pays semble avoir été extraordinaire et pourtant officiellement inexistant. Comment pouvons-nous concilier cette contradiction à l'avenir? Gloria prit une longue inspiration avant de répondre. Sénateur, l'Amérique a toujours eu une relation inconfortable avec ses ombres. Les opérations auxquelles j'ai participé étaient jugées nécessaires à l'époque, mais trop gênantes politiquement pour être reconnues. Ce secret a créé un espace pour la corruption. Comme le révèlent les actions du général Stone, la véritable leçon à tirer ici est peut-être que même nos capacités les plus obscures ont besoin de la lumière de la surveillance. En dehors du Pentagone, le discours public a changé, passant d'image d'une femme âgée faisant face à des fusils à une conversation sérieuse sur la race, le pouvoir et la réforme systémique. Les déclarations officielles ont confirmé certaines parties du passé de Gloria, une vétéran décorée, victime de discrimination, qui a découvert une vaste conspiration. Bien qu'une grande partie de son dossier Spectre soit restée classifiée, suffisamment d'informations ont été révélées pour faire d'elle un symbole national de ce qui avait mal tourné et de ce qui pouvait encore être corrigé. De retour à Westbrook, la communauté était encore sous le choc des révélations. Le département de police était désormais sous surveillance fédérale et le chef Caldwell, ainsi que les officiers Mercer et Colby, faisaient face à de multiples accusations, violation des droits civiques, séquestration illégale, complot. Wayne Prescott, qui avait cherché la célébrité en exploitant les images de l'incident, s'est retrouvé impliqué dans la campagne de harcèlement contre Gloria, révélée par ses propres rapports fabriqués. La détective Ramirez, dont la mission d'infiltration est désormais terminée,
a été nommé chef de la police par intérim et a immédiatement mis en œuvre des réformes radicales. Son premier acte officiel fut la création d'un conseil de surveillance civile, incluant toutes les composantes démographiques de Westbrook, et Gloria fut choisie à l'unanimité comme présidente. À la fin de son témoignage au Pentagone, Gloria a été conduite dans une salle de conférence privée où le général Diane Mitchell l'attendait avec une boîte en bois poli. « Commandant Jenkins, dit solennellement Mitchell, au nom d'une nation reconnaissante, je présente ces félicitations, longtemps classifiées mais jamais oubliées. » À l'intérieur se trouvaient des médailles que Gloria avait gagnées en secret, la Distinguished Service Cross, 2 Silver Star, l'Intelligence Star et plusieurs médailles de campagne de guerre que l'Amérique n'a jamais officiellement reconnues. Ils ont été autorisés par 3 présidents différents, a expliqué Mitchell, mais des restrictions de sécurité avaient empêché leur attribution à l'époque. Gloria a accepté la boîte avec des émotions mitigées, la reconnaissance était significative, mais les médailles ne pouvaient pas effacer des années de discrimination au sein même de l'institution qui l'honorait désormais. « Merci, général, répondit-elle doucement, j'espère qu'une reconnaissance similaire est en cours pour d'autres agents du spectre. » Mitchell hocha la tête, ceux qui sont encore en vie, oui, et des honneurs posthumes pour les autres. Le lendemain, Gloria rentra chez elle et trouva son modeste bungalow réparé et fortifié par des ingénieurs militaires. Les voisins l'accueillirent avec une chaleur retrouvée. La famille Moreno a organisé un dîner de bienvenue, que Gloria a accepté avec une profonde gratitude, leur gentillesse signifiant plus que n'importe quelle décoration. Alors qu'une nouvelle normalité prenait forme, Gloria a adopté une mission différente. Plutôt que de retomber dans l'obscurité, elle a endossé un rôle délibéré et visible. Forte de sa reconnaissance partielle en tant que protection, elle a lancé une initiative d'éducation communautaire visant à enseigner la sensibilisation aux droits civiques et l'autodéfense aux populations vulnérables. 2 fois par semaine, les jeunes du quartier se réunissaient pour apprendre leurs droits lors des rencontres avec la police, puis pour découvrir des techniques d'autoprotection tirées de la formation militaire de Gloria. Le pouvoir se présente sous de nombreuses formes, leur disait-elle, la connaissance est un pouvoir, la communauté en est un autre, votre corps, lui aussi, est un pouvoir, et ensemble, ces forces réunies forment un bouclier contre l'injustice. Le programme se répandit rapidement au-delà des frontières de Westbrook, attirant l'attention des communautés voisines, nombreuses à solliciter une formation similaire. Gloria, épaulée par d'anciens militaires de son réseau senior, développa alors un programme structuré, un véritable cursus, mis en œuvre dans toute la Caroline du Sud. Le chef Ramirez, désormais nommé officiellement à la tête de la police de Westbrook, devint un allié indispensable. Ensemble, ils animèrent des séances de formation conjointes, où policiers et civils apprirent à désamorcer les tensions, à pratiquer l'art de la désescalade, à bâtir pas à pas un climat de confiance et de compréhension mutuelle. L'initiative devint un modèle national de réforme, étudié et salué par les experts de la sécurité publique à travers le pays. 6 mois plus tard, l'agent Blackwood, désormais révélé comme l'agent infiltré ayant démantelé le réseau de Stone de l'intérieur, vint trouver Gloria. Il lui présenta des excuses sincères, mais également une proposition. Le bureau lance une nouvelle division, expliqua-t-il, une entité dédiée à la prévention de la militarisation des forces de l'ordre et à l'identification des infiltrations extrémistes dans la police. Nous avons besoin de conseillers comme vous. Gloria haussa un sourcil, un éclat d'ironie tranquille dans le regard. J'ai 78 ans, agent Blackwood. Il sourit, sans détour. L'âge ne semble pas avoir ralenti votre efficacité, commandant. Et nous ne vous demandons pas d'enfoncer des portes. Ce dont nous avons besoin, c'est de votre expérience, de votre lucidité, de votre boussole morale. Après mûre réflexion, Gloria accepta ce rôle à temps partiel, trouvant ainsi un équilibre entre sa mission communautaire et l'effort de réforme à l'échelle nationale. Sa première mission consista à élaborer des protocoles de sélection pour détecter, en amont, les candidats à risque avant même leur entrée dans les académies de police. 1 an, jour pour jour, après son arrestation, Gloria se tenait debout devant le tout nouveau centre de justice communautaire de Westbrook, prête à couper le ruban cérémoniel. À ses côtés se tenait le chef Ramirez, le maire Patterson, autrefois Madame Patterson, la voisine d'en face, ainsi qu'une coalition de figures communautaires, toutes unies par un même engagement, transformant la douleur en changement. Alors que les flashs des appareils photo crépitaient, Gloria contempla le long chemin parcouru, les décennies de silence, de missions secrètes, de sacrifices invisibles. Sa vie, si longtemps façonnée par les ombres, par l'invisibilité et le service muet, trouvait enfin son épilogue dans la lumière. Cette invisibilité, autrefois arme et fardeau à la fois,
avait été le prix de son efficacité, mais aussi celui de l'oubli. Désormais, dans ce dernier chapitre de son existence, elle se tenait là, visible, entière, transformant sa souffrance en puissance, son histoire en levier. Plus tard dans la soirée, assise sur son porche, elle observait les enfants du quartier jouer librement, sans crainte, sans l'ombre d'une voiture de patrouille au coin de la rue. Et ce qu'elle ressentit alors allait bien au-delà de la paix. Elle se sentait, pour la première fois, véritablement chez elle. Que feriez-vous, vous, si une femme comme Gloria vivait dans votre voisinage? Sauriez-vous reconnaître la force sous les rides, l'intelligence dans le silence, la grandeur sous les apparences? Réfléchissez, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a ému, touchez ce cœur, abonnez-vous, partagez ce récit. Car les héros prennent 1000 visages, et il n'est jamais trop tard pour se dresser contre l'injustice. L'histoire de Gloria Jenkins nous dévoile des vérités profondes sur les préjugés, la résilience et la puissance discrète de celles et ceux que la société choisit d'ignorer. Elle nous rappelle que le véritable courage se cache souvent dans les marges, que la sécurité ne naît pas de la force brute mais de la justice appliquée équitablement. Puissions-nous apprendre à voir, à écouter, à nous lever. Même quand c'est difficile. Surtout alors.